Vos serviteurs du jour sont Mehdi Lebou, consultant en droit social chez Infodoc Expert. Bonjour à tous. Et moi-même, Gaëlle Launay, également consultante en droit social chez Infodoc Expert. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaitions vous rappeler, de manière assez habituelle, la tenue de la journée annuelle du Club Social, qui aura donc lieu cette année le 16 décembre 2021, en présentiel à la Maison de la Chimie, mais avec également une possibilité d'y assister à distance. C'est la petite nouveauté de cette année. Par contre, en termes de structuration de la journée, on est toujours dans la même logique, avec une grande conférence le matin d'actualité sociale et des ateliers un petit peu plus techniques, dirons-nous, l'après-midi, un consacré aux nouveautés de la paye 2022 et un autre consacré aux missions sociales dans le contexte actuel, comment les proposer, comment les facturer. De quoi bien développer l'activité en social, si tant est que vous jugiez qu'elle n'est pas assez importante en ce moment, enfin, au niveau des missions en tout cas. Les inscriptions, c'est pour bientôt, vous avez la date, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on va clôturer donc cette parenthèse promotionnelle publicitaire et on va entrer dans le vif du sujet avec la négociation d'un accord d'entreprise dans un contexte ici de gestion d'après-Covid ou de transition vers l'après-Covid. Et on va vous démontrer, ou en tout cas c'est un peu notre objectif, tenter de vous démontrer en quoi la négociation peut vous être utile et surtout être utile à vos clients. Alors, le fait est, c'est que la négociation, de manière assez classique, est un outil effectivement de flexibilité. C'est comme ça que le pense le Code du travail, même si ça peut faire peur dans la mise en œuvre. Un outil de flexibilité, et le constat a été posé que c'est un outil qui est pas assez utilisé, notamment dans les TPE-PME. Alors pourquoi la négociation n'est pas assez utilisée dans les TPE-PME? Parce que traditionnellement, quand on pense négociation en entreprise, on pense au partenaire historique de négociation qu'est le délégué syndical. Or, dans les TPE-PME, il y a très peu de délégués syndicaux. Pourquoi il y en a très peu? Parce que, notamment, en tout cas, les organisations syndicales ont du mal à s'implanter au sein des petites structures. Alors, elles ont du mal ou elles ne le font pas, ça je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les stratégies mises en place par les organisations syndicales, mais force est de constater qu'il y a peu de délégués syndicaux. Et partant de là, quand il n'y en a pas, on se dit qu'on ne peut pas négocier. Ce qui m'amène au deuxième point, finalement, c'est une méconnaissance des règles, puisque depuis quelques années, le législateur permet aux entreprises qui n'ont pas de délégué syndical de se lancer dans la négociation. Et donc, de ce fait-là, effectivement, elles y ont accès. Et parfois, les chefs d'entreprise ne le savent pas. Donc, c'est important de diffuser, me semble-t-il, cette information pour leur dire non, vous n'êtes pas exclus du jeu des négociations. Vous pouvez le faire comme le grand groupe à côté. Vous pouvez complètement le faire. Après, le chef d'entreprise peut avoir certains freins parce qu'il dit oui, peut-être que je peux le faire, peut-être que le code le permet, mais moi, comment je le fais? Et puis, une certaine appréhension. Je pense que c'est des choses qu'on peut lever, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des entreprises qui s'y sont lancées et tout s'est bien passé. Ça, c'est déjà un point de satisfaction. Vous pouvez le noter. Ce n'est pas impossible et en plus, ça peut bien se passer. Dernier point qui nous fait dire que parfois, effectivement, cet outil n'est pas assez utilisé, c'est que le chef d'entreprise, vous allez peut-être évoquer avec lui la possibilité de négocier un accord sur le temps de travail. Il va vous dire oui, mais pourquoi faire? À quoi ça va me servir? Finalement, il n'y a pas de plus-value à la négociation. Alors là, ça c'est une grave erreur. Grave erreur parce que notamment depuis les ordonnances 2017, ce qu'on va voir juste après, il y a de réelles opportunités en termes de négociation afin de pouvoir adapter la norme sociale. Alors quand je dis norme sociale, ici je vise aussi bien le code du travail que les stipulations conventionnelles. Il y a la possibilité de les adapter en entreprise pour que ce soit plus simple à gérer et que ce soit adapté à l'activité même de l'entreprise. Donc ces trois éléments font que c'est une pratique qui est peu ou pas utilisée. Alors avant, comme je vous l'indiquais, d'évoquer avec vous ces fameuses opportunités, je vais quand même un tout petit peu atténuer ici ce que je viens de vous dire, puisque tout récemment, septembre 2021, la DARES a opéré un focus sur les accords d'entreprise liés à la crise sanitaire en 2020. Ce rapport nous indique que quasiment 11 000 textes, 11 000 accords ou avenants ont été conclus. Bon, c'est déjà pas mal. 76% de ces textes en lien avec la crise sanitaire. Et là, accrochez-vous bien, près d'un tiers, presque un tiers, ont été signés par des entreprises de moins de 50 salariés.
Et oui, alors je vous laisse assimiler cette information. Mais donc finalement, on voit que peut-être les réticences ont été levées, que les opportunités ont été révélées, et surtout qu'il y a peut-être une demande. Donc il faut garder ces éléments en tête. Et donc maintenant que vous savez que vos clients ne sont peut-être pas fermés à la négociation, on va leur démontrer en quoi ça pourrait être intéressant ici de négocier. Donc comme je l'évoquais, il y a eu une grande porte d'ouverte à la négociation par le biais de ces fameuses ordonnances Macron de 2017. Alors elles ne traitaient pas que de la négociation, il y a eu beaucoup de modifications au niveau du Code du travail. Là, bien évidemment, moi je vais me consacrer à la négociation. Alors en quoi ici ça crée des opportunités ? Je vais être obligée de vous fatiguer un petit peu avec des histoires de hiérarchie des normes, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps et on ne va pas faire toute la hiérarchie des normes. Nous, on va se concentrer sur 2 normes qui peuvent exister en droit du travail, à savoir la convention collective et l'accord d'entreprise. Sur le principe, avant les ordonnances Macron, et sauf quelques rares exceptions, eh bien, lorsque je négociais un accord d'entreprise, mais finalement, oui, il pouvait intervenir sur un sujet qui était abordé par la convention collective, mais il ne pouvait qu'améliorer les dispositions conventionnelles. Avec les ordonnances Macron, on va voir que sur certains sujets, sur de nombreux sujets, il est possible, finalement, par accord d'entreprise, de négocier un point qui est prévu dans la convention collective, et ce, de manière moins favorable. Ça ne va pas concerner toutes les thématiques. Et là, comme vous pouvez le constater sur le slide, on a envisagé 3 blocs. Alors, 3 blocs dont les thématiques sont listées dans le Code du travail. Le bloc 1, donc là, on a 13 thématiques. On vous a mis celles, on va dire, les plus importantes, qui sont les salaires minima, classification, garantie collective complémentaire, certaines règles relatives à la conclusion et aux motifs du contrat de travail, etc. Eh bien ça, on ne peut pas vraiment y toucher. On nous dit qu'en tout état de cause, ici, l'accord de branche, la convention collective, donc, va primer sur l'accord d'entreprise. Toutefois, on peut négocier sur ces thématiques-là en entreprise, mais on doit assurer des garanties similaires à celles prévues effectivement par la convention collective. C'est peut-être pas ce qui va nous intéresser le plus. Le second bloc, 4 thématiques, peut-être pas des sujets forcément sur lesquels on a envie de se lancer lorsqu'on ne fait pas de la négociation de manière régulière. Là, au niveau de ce bloc 2, ce que vient nous dire le législateur, c'est qu'on a la possibilité de négocier sur ce sujet et d'y déroger dans un sens moins favorable dès lors que la convention collective, finalement, n'a pas prévu de clause de verrouillage. Alors, je passe assez rapidement sur le bloc 2, 4 thématiques, c'est peut-être pas celles qui vont nous intéresser directement. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, me semble-t-il, c'est le bloc 3. Le bloc 3, là, la règle est que par accord d'entreprise, je peux déroger dans un sens moins favorable aux stipulations conventionnelles. Et le bloc 3, quelles sont les thématiques ? Eh bien, toutes celles qui ne sont pas dans le bloc 1 et dans le bloc 2. Donc, le champ des possibles est quand même assez large. Notamment, donc, on a listé ici des points qui sont souvent évoqués. La durée du travail. Alors, pourquoi la durée du travail ? Parce que, comme vous le savez, le principe étant, c'est qu'on est sur 35 heures par semaine. Et dès lors, finalement, qu'on va sortir de ce cadre de la semaine, la plupart du temps, il va nous falloir effectivement un accord collectif. Par exemple, pour faire un aménagement du temps de travail sur l'année et à être 35 heures en moyenne par semaine, on a besoin d'un accord collectif. Il est vrai que les conventions collectives prévoient ce type d'accord, mais souvent ça a été fait lors du passage aux 35 heures. Depuis, la législation a un petit peu évolué. Certains accords, on va dire, pourraient être mieux rédigés. Ils sont assez contraignants en termes de transmission, de planning, etc. La loi s'est assouplie. Eh bien, on pourrait, ici, par accord d'entreprise, remodeler finalement ce qui est prévu par la convention collective. Ça, c'est pour l'aspect le plus simple, mais on pourrait aller bien plus loin et on va le voir tout à l'heure. Autre point, les 13e mois. Alors, j'ai envie de vous dire, le 13e mois, ce n'est pas tant ce qui pose problème. Ce qui va poser problème, je ne sais pas, par exemple, si vous connaissez la convention collective Bureau d'études techniques, ou assez régulièrement appelée la Syntec, qui prévoit, vous savez, cette fameuse prime de vacances.
avec les 10% du total des indemnités de congés payés qui doivent être versées 1er mai, 31 octobre. Je ne suis pas complètement certaine sur les dates, je vous laisserai le vérifier, mais ce n'est pas tout le temps effectivement très clair. Est-ce que c'est l'indemnité de congés payés du salarié, la globalité? Et parfois, ça amène à des contentieux, à des réclamations au sein de l'entreprise. Ça aussi, ce sont des stipulations conventionnelles qu'on peut aménager par accord collectif, peut-être faire quelque chose de plus simple ou complètement supprimer la prime vacances, complètement supprimer le 13e mois. Mais là, attention, hein, n'oublions pas, on est sur de la négociation collective. Donc si l'idée, c'est d'arriver avec un accord, on supprime tout et on applique strictement le Code du travail, il va falloir quand même trouver quelqu'un en face qui accepte ça. Donc des contreparties seront à envisager, mais c'est le jeu de la négociation. On en parle, on s'entend. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise, pour les salariés, pour l'activité, pour le chef d'entreprise? Voilà ce que nous permettent à ce jour les ordonnances Macron. Donc ça, c'est d'une manière générale, d'ailleurs, un petit peu effectivement hors de la crise, ou même post-crise, si on souhaite remettre les choses à plat. Mais dans le cadre effectivement de la crise, on va le voir, on a identifié ici des dispositifs de négociation spécifiques. Là, on vous donne quelques illustrations de ce qu'on pourrait envisager pour limiter les impacts de la crise ou limiter les suppressions d'emplois. Mais peut-être qu'on souhaiterait réduire dans un premier temps la masse salariale. Alors, de manière temporaire ou de manière définitive, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte dans la négociation. Est-ce qu'on part sur un accord à durée indéterminée ou un accord à durée déterminée? Et donc, rien qu'avec le jeu des ordonnances Macron, on pourrait envisager une négociation pour abaisser, par exemple, le taux de majoration des heures supplémentaires. Puisque depuis la loi El Khomri, si je ne me trompe pas, en 2016, les majorations pour heures supplémentaires font partie des dispositions supplétives. Vous savez, les 25% de majoration jusqu'à la 8e et 50% au-delà, c'est dans les dispositions supplétives du Code du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout à fait aménager effectivement ce dispositif-là par voie d'accord. Le tout étant, c'est que le taux de majoration ne soit pas inférieur à 10%. Donc ça, c'est si on n'a pas d'accord, enfin si la convention collective ne prévoit rien, mais si la convention collective prévoit quelque chose, on est lié par la convention collective, sauf justement ici à conclure un accord d'entreprise qui viendrait abaisser ce taux. Autre point de négociation, augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires. Dans certaines conventions collectives, il est relativement bas et c'est pas très confortable comme situation, puisque là, alors peut-être qu'on est en crise, mais que l'activité va reprendre et on va vouloir effectivement aller plus vite, répondre à toutes les demandes pour ne pas perdre de clients ou fidéliser effectivement des clients. On hésite peut-être encore un petit peu à embaucher parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc on se dit que les heures supplémentaires, dans un premier temps, c'est bien. Sauf que lorsqu'on dépasse le contingent d'heures supplémentaires, eh bien, on va être dans l'obligation d'octroyer aux salariés, outre la majoration telle qu'elle est prévue par les règles applicables dans l'entreprise, la contrepartie obligatoire en repos. Alors après, j'attire également votre attention sur la contrepartie obligatoire en repos et sa gestion en paye. En théorie, ça donne lieu à une annexe au bulletin de salaire du salarié qui doit lui être remise, qui lui permet de suivre le nombre de repos acquis. Il doit les prendre dans un certain délai. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément la règle qui est la mieux respectée, sauf à ce que vous me disiez que vous êtes tous des cadors sur le sujet. Alors pour ceux qui êtes chez vous, il n'y a aucune manifestation dans la salle, sachez-le. Des petits rires. Donc voilà, augmenter le contingent d'heures supplémentaires, pourquoi pas? Après, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, pour agir sur la masse salariale, comme je vous l'indiquais, on a la possibilité de supprimer ou de remodeler des primes, ou de remodeler des primes aussi bien sur leurs conditions d'attribution que sur leur montant. Peut-être que ça va être un demi-13e mois pendant 2 ans, le temps de s'en sortir, et puis ensuite, le 13e mois reprendra complètement vigueur à l'issue de la crise. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses possibles. C'est un peu l'objectif là de vous montrer, c'est que le champ des possibles est quand même assez large. Alors quand effectivement on a quasiment autant de liberté, parfois ça fait peur, parce qu'en droit social, on a assez l'habitude d'être contraint, et on se dit non mais c'est pas possible qu'on puisse faire tout ça. Si c'est possible, le tout étant de trouver la solution adaptée à votre client. Dans le cadre plus spécifique ici d'une gestion de sortie de crise pour passer du monde d'avant au monde d'après, on a identifié 3 types d'accords qui pourraient
être utile. Hein, ça ne va pas être utile à tous vos clients, c'est à certains de vos clients, et peut-être qu'il y a certains dispositifs qui ne sont pas du tout utiles, mais on va dire que c'est un peu les 3 dispositifs phares qui ne peuvent être mis en place que par la négociation. Donc, dans un premier temps, on a identifié l'accord de performance collective, ensuite l'activité partielle de longue durée, qu'on a déjà peut-être un petit peu abordé, mais il n'y avait pas tant que ça d'utilité à y recourir eu égard aux évolutions mensuelles des règles d'indemnisation de l'activité partielle, je vais dire classique ou de droit commun. Là, ça devient un petit peu plus important. Et la rupture conventionnelle collective. Donc, je vais céder la parole à Mehdi, qui va évoquer avec vous l'accord de performance collective. Alors, donc, rebonjour à tous. Effectivement, là, on va parler de l'accord de performance collective. Donc là, normalement, déjà, avec un nom pareil, j'ai un peu attiré votre attention et on va essayer de savoir un peu ce qui se cache derrière la logique des accords de performance collective. Et ce sont des accords qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2018. Donc, vous voyez que ce n'est pas un dispositif créé en réaction à la crise sanitaire ou à la crise économique qu'on traverse. C'est un dispositif, du coup, qui a quelques années, qui n'est pas forcément très bien connu, et qui a pour but, si on reprend les dispositions légales, de faciliter l'évolution de l'entreprise liée à ses nécessités de fonctionnement ou de préserver l'emploi. C'est des dispositifs, en fait, c'est un dispositif qui est un peu le prédécesseur d'autres qu'on a pu connaître par le passé, les accords de compétitivité, les accords de préservation ou de développement de l'emploi. Et donc, c'est un dispositif qui s'inscrit un peu dans cette logique-là. L'accord de performance collective va pouvoir intervenir sur 3 domaines qui sont limitativement énumérés par la loi, qui sont la durée du travail, l'aménagement de la rémunération et la mobilité des salariés. On va revenir un peu plus en détail sur chacun de ces domaines. L'idée, en fait, vous allez me dire finalement, puisque les blocs de négociation avec les ordonnances Macron ont déjà prévu de déroger à un certain nombre de règles conventionnelles, finalement, quel serait l'intérêt de cet accord? Et on va voir que cet accord, il a un argument de force qui est un peu mentionné là en bas de la slide, mais on y reviendra juste après. Et donc, si on revient par exemple sur le premier pan de négociation, enfin d'aménagement, donc la durée du travail, on va pouvoir, par le biais de cet accord, mettre en place tout un tas de choses relatives à la durée du travail. On va pouvoir mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, à l'année, ou même maintenant un peu plus. On va pouvoir décider de passer la durée collective de travail de 35 à 39 heures, de 35 à 28 heures, pourquoi pas. On va pouvoir mettre en place un système, même si on a quelques réserves, de convention annuelle de forfait en jour. On va pouvoir modifier un régime de convention annuelle de forfait en jour déjà en place dans l'entreprise, par exemple en majorant ou en diminuant le nombre inscrit dans l'accord collectif. On va également pouvoir du coup agir sur la rémunération. Là encore, on va pouvoir supprimer un 13e mois, réduire les majorations d'heures supplémentaires, supprimer des majorations de travail de nuit, pourquoi pas. On va également pouvoir interagir sur les conditions de mobilité des salariés, et à la fois on va parler là de la mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire effectivement des mutations liées aux fonctions exercées par les collaborateurs, mais aussi la mobilité géographique. Et donc, ça veut dire effectivement, moi, si j'ai besoin, par exemple, à un moment, d'avoir une concentration un peu plus importante de main-d'œuvre sur un site de production bien précis pendant un temps, je vais pouvoir le faire. Il faut savoir que ces accords peuvent être conclus donc soit à durée déterminée ou soit à durée indéterminée. Du coup, en fonction de l'évolution d'un marché ou d'un besoin un peu moins conjoncturel ou plus structurel, je vais pouvoir effectivement me servir de cet accord pour interagir sur ces 3 domaines. Là, il y a quand même, après, vous allez me dire, finalement, moi, avec cet accord collectif, je peux un peu tout faire. C'est-à-dire que je peux décider, effectivement, de passer à 28 heures. Je peux décider, donc, comme je l'ai dit, de supprimer des jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective. Oui et non. Il y a quand même des garde-fous qui sont prévus à ce niveau-là. C'est-à-dire que tous les domaines sur lesquels je vais agir dans le cadre de mon accord de performance collective doivent se faire dans le respect des dispositions légales. Je m'explique. Si je décide, par exemple, de réduire les taux de majoration d'heures supplémentaires, comme disait tout à l'heure Gaël, on a quand même un garde-fou, je ne pourrais pas le faire en deçà de 10%. Si je décide de mettre en place un système de convention annuelle de forfait en jour, je pourrais le faire, mais il faudra quand même que ça concerne uniquement les salariés qui jouissent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail
et ça ne m'exonérera pas ensuite de signer des conventions individuelles de forfait en heure, condition nécessaire à la mise en place du forfait, au forfait en jour, pardon, excusez-moi. Donc il y a quand même ces garde-fous qui ne permettent pas non plus de déroger à tout, mais en tout cas qui permettent dans l'entreprise d'agir sur ces différents sujets et de manière assez importante, puisque les sujets ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. C'est-à-dire que je peux à la fois décider d'augmenter la durée du travail et en même temps de diminuer le taux horaire de rémunération de mes collaborateurs dans l'entreprise. Les deux sont possibles. Et donc, à partir de là, on se dit quand même que ça paraît assez fou, parce que la force, et c'est là que j'en viens, la force de cet accord collectif, finalement, c'est qu'il va se substituer automatiquement et de plein droit à l'ensemble des stipulations contraires et incompatibles des contrats de travail. Ça veut dire que peu importe ce qui est prévu dans mon contrat de travail, à partir du moment où l'accord est signé, il se substitue automatiquement à ces clauses. Si je reprends l'exemple de la mobilité, je décide de concentrer toute une partie de ma main-d'œuvre en Auvergne, alors que tous mes salariés sont à Paris. Ils ont une clause de mobilité qui ne concerne que l'Île-de-France. Je fais fi de la clause de mobilité contractuelle et j'ai le droit, du coup, de déplacer tous mes salariés en Auvergne. Alors, là aussi, on peut se dire, du coup, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon accord est signé, je fais un peu ce que je veux, les salariés n'ont pas leur mot à dire. Non. Là aussi, on a encore un garde-fou. Pourquoi ? Au niveau de la procédure de la négociation de l'accord de performance collective, ça se déroule de cette façon-là. Moi, j'ai trouvé mon partenaire de négociation, j'ai signé mon accord de performance collective, j'ai obligation en tant qu'employeur d'informer l'ensemble de mes salariés sur le contenu de cet accord, les conséquences sur le contrat de travail et du coup sur cette substitution et surtout sur leur droit individuel à refuser l'application de cet accord de performance collective. C'est-à-dire que chacun des salariés aura la possibilité d'accepter ou de refuser l'application et du coup la modification de leur contrat de travail en application de l'accord de performance collective. À partir du moment où les salariés sont informés, ils vont avoir un mois pour manifester de manière expresse leur refus de se voir appliquer l'accord de performance collective. Ça veut dire qu'on va rentrer dans deux hypothèses différentes. La première, évidemment, le salarié accepte ou ne dit rien, et donc on a une acceptation tacite, et donc ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, mon accord de performance se substitue de plein droit aux stipulations de son contrat de travail, et donc le salarié accepte l'application de cet accord, ou bien le salarié manifeste par écrit sa volonté de ne pas se voir appliquer l'accord de performance collective, et auquel cas l'employeur aura alors la possibilité, dans un délai de 2 mois, d'engager une procédure de licenciement. Et comme cet accord de performance collective n'a pas à être inscrit dans le cadre d'un motif économique, on n'est pas obligé de rencontrer des difficultés économiques ou autres, c'est complètement déconnecté, finalement on va se dire, mais oui, mais quel est mon motif de licenciement ? Puisque je n'ai pas de motif économique, moi c'est juste l'application de cet accord, eh bien, si je vais faire un peu mon juriste de base, c'est ce qu'on appelle un motif de licenciement sui generis, c'est-à-dire que c'est un motif de licenciement qui est inhérent, créé par le dispositif. Et donc le salarié qui refuse l'application de cet accord de performance va finalement être licencié pour une cause réelle et sérieuse, avec la procédure qu'on connaît habituellement, pour motif personnel, pour refus d'application de l'accord de performance. Et donc l'employeur qui a 2 mois effectivement pour engager cette procédure va respecter la procédure tout à fait habituelle, versera l'ensemble des indemnités auxquelles éventuellement peut prétendre le salarié, donc indemnité de préavis, indemnité de congé payé, indemnité de licenciement. S'il en remplit les conditions, sera pris en charge par l'assurance chômage et petit lot de consolation, le salarié aura droit effectivement à un abondement payé par l'employeur, à la charge de l'employeur, de son CPF de 3 000 €. Au moins 3 000 €, puisqu'évidemment, dans l'accord collectif, je peux décider, dans le cadre de la négociation, de verser plus pour l'abondement. Cet abondement de 3 000 €, juste une petite parenthèse, n'est pas pris en compte dans les plafonds d'alimentation du CPF, sinon ce serait un peu donner d'une main pour reprendre de l'autre. Donc, le salarié, finalement, lui qui déciderait de ne pas se voir appliquer, serait licencié, serait éventuellement pris en charge par l'assurance chômage et bénéficierait de cet abondement CPF. Juste une petite attention quand même aux situations particulières, notamment par exemple au CDD, parce qu'évidemment là, on a parlé d'un motif de licenciement sui generis, donc un motif de licenciement inhérent à cet accord, mais ça ne crée pas de motif de rupture anticipée d'un CDD sui generis. Ça veut dire que moi, les CDD qui refuseraient l'application de cet accord, finalement, je ne pourrais pas faire grand-chose puisque je n'aurais pas de motif pour rompre de manière anticipée le CDD. Petit aparté également pour les salariés protégés. On le sait, il y a une procédure particulière et j'aurai quand même l'obligation de respecter et donc de demander l'autorisation éventuellement à la DRITS, à l'inspection du travail.
Juste, je fais également une petite aparté que je ne voulais pas faire au départ parce que je pense que voilà, c'est important. Dans cet accord collectif, on n'a pas de clause minimale. L'accord est assez libre. Vous avez vu, on peut intervenir sur les différents domaines qu'on a vus. On n'a pas un socle de clause minimale pour que l'accord soit valable. Il n'y a pas de procédure de validation, comme c'est le cas pour d'autres, on le verra. Simplement, dans les clauses facultatives, il est prévu, puisqu'on parle de performance collective, il est prévu la possibilité pour les dirigeants, les associés ou les actionnaires, de prévoir des concessions proportionnées aux efforts consentis par les salariés ou demandés aux salariés pour qu'effectivement on s'inscrive dans cette logique de performance collective. Ça peut être une renonciation à rémunération de mandat, ça peut être une renonciation à une remontée de dividendes. Enfin, voilà, c'est des clauses qui sont possibles, qui ne sont pas obligatoires et pas nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord, mais c'est des choses qui sont effectivement peut-être qui peuvent aider dans le cadre de la négociation en disant vous demandez beaucoup de choses aux salariés, mais finalement, qu'est-ce qu'en contrepartie, dans quelle logique on s'inscrit dans le collectif si au niveau des dirigeants ou des associés, on n'a pas d'effort. Et donc, voilà, ce sont des choses qui peuvent être mises en place dans l'accord, mais qui ne sont pas obligatoires dans leur mise en œuvre. Et du coup, sur l'accord de performance collective, je pense que j'ai à peu près présenté dans les grandes lignes, en tout cas, le dispositif. Je vais rendre la parole à Gaëlle pour qu'elle vous parle de l'activité partielle de longue durée. Avant d'intervenir sur l'activité partielle de longue durée, je voulais vraiment insister sur effectivement le caractère un petit peu particulier de cet accord de performance collective parce que avec cet accord, on peut faire d'une pierre deux coups, utiliser, comme je vous indiquais tout à l'heure, les opportunités offertes par les ordonnances Macron, bloc 3, déroger à la convention collective. Donc là, on est bien sur le niveau d'intervention, relation, on va dire, accord de branche, accord d'entreprise. Mais l'accord de performance collective va même plus loin puisque comme l'a pertinemment souligné ici Mehdi, c'est qu'en plus, par le biais d'un accord collectif, on va pouvoir de nouveau entailler un petit peu notre hiérarchie des normes. Et ici, l'accord va complètement, effectivement, se substituer aux stipulations contractuelles qui seraient contraires à celles du contrat de travail, donc, et sans respect du principe de faveur. Donc, c'est vraiment là ce qu'il faut avoir en tête. Après, il y a également un petit danger entre guillemets, sur les accords de performance collective. Donc, c'est ici, comme on le voit, c'est le salarié finalement qui va décider de son avenir au sein de l'entreprise en acceptant ou pas l'application de cet accord. Alors, si on a identifié au sein de la structure des salariés avec des compétences clés sans qui on aurait un petit peu de mal à avancer et que tous décident de ne pas se faire appliquer, enfin de refuser l'application de l'accord, je suis plus sûre qu'on soit dans de la performance collective potentiellement. Donc, c'est aussi des points de vigilance à avoir avant potentiellement de proposer un tel accord au client. Et du coup, ça nécessite, me semble-t-il, aussi parfois avant de s'engager vraiment dans la négociation, d'en parler au cas d'une réunion du personnel. Enfin, vos clients majoritairement sont quand même, je pense, plus des TPE, PME. On n'a pas besoin d'un grand amphi pour réunir tout le monde. On peut s'organiser pour échanger un petit peu, évoquer le projet et d'ores et déjà un petit peu évaluer, on va dire, le climat social au sein de l'entreprise. Et si par principe tout le monde est contre, bon, peut-être qu'on trouvera une autre solution plutôt que de se lancer là-dedans. Parenthèse fermée. L'accord de performance collective était un accord à parenthèse, j'ai l'impression. Donc là, je ferme effectivement définitivement cette parenthèse pour ouvrir ici un autre sujet, celui de l'activité partielle de longue durée. Alors aussi appelé APLD, et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on l'appelait encore ARM, ou activité de réduction, maintien dans l'emploi. Je n'ai plus exactement la terminologie, parce qu'il est vrai que ce dispositif, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'il existe. Il a été prévu dans une loi de juin 2020, je ne sais plus la date exactement. Le décret est intervenu d'application, lui, à la fin du mois de juillet 2020. Ça, je m'en souviens très bien. Je pense qu'on était sur le 28 juillet 2020. Et donc, on avait d'ores et déjà évoqué ce sujet l'année dernière en le voyant comme un outil de sortie de crise, parce qu'on était très optimistes. On se disait, oui, la fin de l'année 2020 nous emmène tranquillement vers le monde de l'après-Covid. Bon. Les faits nous ont donné un petit peu tort. On a quand même eu des périodes un petit peu difficiles à la fin de l'année 2020, au début de l'année 2021. Cette année, on y croit. A priori, les pouvoirs publics y croient aussi, puisque là, il est vrai que maintenant, l'activité partielle de longue durée, il est vraiment urgent, me semble-t-il, de s'y pencher pour certains de nos clients. Alors,
pourquoi il est urgent de s'y intéresser et de le proposer à certains clients? Eh bien, tout simplement déjà au regard de l'indemnisation. Parce que l'activité partielle de longue durée, qu'est-ce que c'est? C'est de l'activité partielle, effectivement, avec des règles dérogatoires, qui va pouvoir s'inscrire dans le temps. Or, comme vous le savez, en ce qui concerne l'activité partielle, je vais dire de droit commun, le régime classique, qui a été fortement adapté quand même pendant la crise, on était un peu sur cette logique du parapluie, je crois que c'est ce qui avait été utilisé dans les médias, puis tout ça s'inscrit dans la logique aussi du quoi qu'il en coûte. Mais là, le parapluie, on est en train de le refermer et on sort effectivement du quoi qu'il en coûte. Donc, sauf si vos clients sont encore ici dans des hypothèses où l'indemnisation peut être un petit peu plus favorable, le régime, on va dire, définitif de l'activité partielle de droit commun, c'est une prise en charge de l'État à hauteur de 36% de manière très schématique de la rémunération ici du salarié. Et le salarié, lui, a une indemnité de 60%. Donc il y a un reste à charge un petit peu plus conséquent pour l'employeur que précédemment. Et qui plus est, le parapluie, donc comme je vous l'indiquais, elle se referme bien, puisqu'en termes de durée, depuis le 1er juillet, si je ne me trompe pas, titre de l'activité partielle de droit commun, c'est 3 mois renouvelable une fois et sur une période de 12 mois consécutifs. Donc là, potentiellement, il y a déjà certains de nos clients qui vont, s'ils sont toujours en activité partielle, à la fin de l'année, ils vont arriver à la fin de leur, je vais dire, quota, de la durée maximale possible. Et c'est en ce sens-là, effectivement, que l'activité partielle de longue durée peut être intéressante parce que, d'une part, l'indemnisation est plus favorable, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, puisque là, en termes de prise en charge pour l'employeur, on n'est pas sur 36% comme le régime de droit commun, mais sur 60%. Et pour le salarié, on n'est pas sur 60%, mais sur 70%. Et en termes de durée de recours, c'est là aussi où ça devient un petit peu intéressant, c'est qu'on est sur une durée maximale de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs. Bon. Donc tout cumulé, là, si on a encore des clients qui sont impactés, dont on sait qu'à terme, ça va reprendre, mais qui ont encore un petit peu besoin de l'activité partielle, il est intéressant de s'intéresser à l'activité partielle de longue durée. L'activité partielle de longue durée, pour la mettre en place au sein de la structure, quoi qu'il arrive, il faut un accord. Alors, l'accord, ici, peut être conclu au sein de l'entreprise, établissement, entreprise, groupe, ou ça peut être un accord de branche étendu. L'année dernière, lorsqu'on a eu l'occasion d'en parler, il y avait peu d'accords de branche étendus. Donc c'était vraiment effectivement important de se saisir du sujet pour éventuellement le mettre en place dans l'entreprise. Maintenant, il y a beaucoup plus d'accords de branche étendus, donc ça veut dire que vos clients potentiellement pourront, comme on va le voir tout à l'heure, opter pour une mise en place un petit peu moins contraignante, puisqu'ils ne seraient pas obligés de passer par un accord d'entreprise, un simple document unilatéral reprenant les termes de l'accord de branche et adaptant effectivement certains éléments qui sont vraiment propres à l'entreprise leur permettrait potentiellement d'accéder à l'activité partielle de longue durée. Toutefois, il y a des accords de branche qui pourraient ne pas satisfaire effectivement vos clients. Et donc là, on a tout à fait la possibilité, ça a été confirmé par le question-réponse du ministère du Travail sur le sujet, si l'accord de branche APLD n'est pas satisfaisant, moi, par accord d'entreprise, je peux mettre en place, faire mon propre accord d'entreprise APLD. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir ici retrouver dans notre accord? Puisque là, on a vraiment effectivement des clauses obligatoires. D'ailleurs, sur ce slide ne figurent que les clauses obligatoires. Certaines clauses optionnelles sont envisagées, mais on s'est dit qu'on allait déjà se concentrer effectivement sur l'obligatoire. Le reste, c'est en option. Vous verrez effectivement ce que vous en ferez. Alors, dans un premier temps, dans cet accord, nécessairement, il doit y avoir un préambule qui va faire un diagnostic de la situation économique et des perspectives d'activité. Alors, pourquoi c'est rendu obligatoire? Parce qu'en fait, à l'origine, ce dispositif, on nous dit que c'est les entreprises qui rencontrent des difficultés, mais dont on sait que la survie, en fait, n'est pas remise en cause. Donc là, c'est un petit peu, finalement, d'étayer ça ou de le démontrer avec les chiffres, notamment des chiffres peut-être au niveau du marché, etc., ceux de l'entreprise, et de dire les projections pour le marché à terme, on nous dit ça. Donc l'entreprise va pouvoir, effectivement, éventuellement rebondir. C'est un petit peu de faire ici un état des lieux, mais évoquer aussi les perspectives d'activité.
Ensuite, forcément, si on conclut un accord, ce serait bien d'indiquer la date de début et surtout la durée de l'application de l'accord. On peut être sur une durée inférieure à 24 mois. 24 mois, c'est le maximum. Après, on peut aussi indiquer 24 mois, quitte à ce qu'on ne redépose pas forcément les demandes de renouvellement, puisque là aussi, vous allez voir, il y a un mécanisme un petit peu particulier. Ensuite, on va également lister les activités de l'entreprise et les salariés concernés. Alors, activités et salariés concernés, sachez qu'il n'y a pas besoin d'identifier nommément les salariés concernés. C'est plutôt les activités, c'est plutôt d'indiquer est-ce que toute l'entreprise va être concernée ou finalement seul le secteur commercial, le secteur production. Voilà. À chaque fois, par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ici, l'activité partielle de longue durée a un caractère ici collectif. Donc on retombe sur toutes les questions qu'on a pu se poser, notamment mars 2020, cette notion de l'activité partielle classique qui avait un caractère collectif. Est-ce que ça veut dire c'est tous les salariés de l'entreprise ou est-ce que ça peut être réservé finalement à certains salariés de l'entreprise ? Cette notion de caractère collectif, on raisonne en fait par direction, unité, service. Ça dépend un petit peu comment est structurée ici l'entreprise. Donc là, on est dans la même logique. Dans l'activité partielle de droit commun, on a toujours la possibilité, par le biais d'un accord, d'individualiser l'activité partielle. Sachez que ce n'est pas le cas dans le cadre de l'activité partielle de longue durée. C'est nécessairement collectif. Donc, soit c'est tous les salariés de l'entreprise, soit c'est tous les salariés d'un service, d'une unité, d'une direction. Étant entendu, je me rends bien compte que dans les TPE, PME, parfois, un salarié, c'est un service. Ça peut arriver de toute manière, on n'a pas forcément des organigrammes, mais on sait que Monsieur X s'occupe, je ne sais pas, de l'administratif, Madame Y du commercial. Dans ces cas-là, on n'indiquera pas Monsieur X et Madame Y, mais on indiquera le service administratif. Ensuite, voilà, si on nous demande de préciser, et puis on le fera bien volontiers, mais une personne dans une petite structure avec peu d'effectifs, ça peut être un service. Ensuite, on va indiquer la réduction aussi de l'horaire de travail. Alors ici, c'est pareil, il y a des règles un petit peu spécifiques puisque la réduction, c'est 40% maximum. Alors, elle peut être portée à 50% ici si la situation économique de l'entreprise le justifie. Et en tout état de cause, ce quota, cette réduction maximale, je vais plutôt le dire comme ça, elle est ici appréciée à la fin de la période d'application de l'accord. Donc, si on part effectivement sur une durée, je vais dire n'importe quoi, de 12 mois, on peut avoir un semestre à 0, un semestre à 100% et les deux autres avec une réduction effectivement de 50%. À la fin, ici, on n'aura pas méconnu les dispositions de ce dispositif. Ça s'apprécie donc à la fin. Donc, ça n'exclut pas des périodes de suspension totale. Alors, je vous dis ça parce que je vois bien qu'il y a des difficultés dans certains secteurs qui parfois d'ailleurs sont les conséquences indirectes du Covid. Je ne sais pas si vous avez des clients qui sont dans le secteur de l'automobile ou de l'électronique. J'ai vu qu'il y avait des problématiques très techniques liées à des conducteurs et donc on ne pouvait plus continuer à construire les voitures, les dispositifs informatiques. Et parfois, effectivement, les employeurs ont indiqué qu'on allait être sur une suspension d'une semaine et puis finalement, ça a été prolongé de 2 semaines, 3 semaines. Dans ce cadre-là, l'activité partielle de longue durée pourrait aussi être utile et permet une certaine souplesse en fonction potentiellement ici de l'approvisionnement. Dans l'accord, et ici on devra également le retrouver au sein de la décision unilatérale si on ne passe pas par le biais d'un accord d'entreprise, mais qu'on décide d'opter pour l'application de l'accord de branche avec une déclinaison au niveau de l'entreprise, on va retrouver des engagements spécifiques en matière d'emploi, de formation professionnelle. Alors, ces engagements spécifiques en matière d'emploi, c'est le maintien dans l'emploi. Alors après, est-ce que tout l'effectif de l'entreprise est concerné, surtout si on décide de recourir à la PLD uniquement pour un service, là, c'est à l'accord finalement de le définir. Oui, il y aura une obligation finalement de maintien dans l'emploi. Pour le coup, ici, on peut s'engager pour les bénéficiaires de la PLD, mais si on ne le précise pas dans l'accord, ce sera tous les salariés de l'entreprise qui seront concernés. Donc là, ça peut être un point de vigilance à avoir. Alors, des engagements en matière de formation professionnelle,
pas tout le temps les plus simples ici à trouver. Ici, on pourrait par exemple envisager d'indiquer que pendant les périodes de suspension, l'employeur s'engage à envisager toutes les demandes de formation faites par les salariés et que seront priorisées celles nécessaires, celles indispensables, je sais pas, au développement ou au maintien de leurs compétences. Bon, là, il faut trouver un petit peu effectivement les axes, pas tout le temps non plus le plus simple. A priori, des maigres retours d'expérience que j'ai pu avoir sur le sujet, des rédactions assez larges n'étaient pas sanctionnées lors de l'étude de l'accord ou du document unilatéral par ici l'inspection, enfin par l'administration. Donc, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous se sont déjà lancés dans l'aventure APLD ? Et est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous faire sur ces notions d'engagement, notamment en matière de formation professionnelle ? D'accord. Donc pour ceux qui êtes chez vous, je ne sais pas bien si vous nous voyez, mais on attend la suite, puisque là, ça vient d'être mis en place, donc la suite au prochain épisode. Et donc là, vous avez déposé l'accord et vous êtes dans l'attente de la réponse ou... D'accord, très bien. On croise les doigts. Mais a priori, des maigres retours d'expérience que j'ai eus, ça n'avait pas entraîné beaucoup de difficultés. C'est au moins ça de prix. Oui, alors nous avons une question dans la salle. Alors, je retranscris ce que vous venez de me dire pour les personnes qui suivent le live. Alors, je ne sais pas si on doit le dire, mais on va quand même le dire. Là, un participant nous indique un de clients qui évolue dans le secteur de la grande distribution, de la distribution tout court d'ailleurs, avait ici conclu un accord et l'avait déposé. Il manquait peut-être la première partie liée aux perspectives d'activité et que même avec ce manquement, a priori, l'accord avait été validé. Donc... rédaction un petit peu large, mais je ne sais pas si on doit le conseiller. On va dire que ça reste entre nous pour l'instant. Et dernier point que l'on va devoir également retrouver dans l'accord, bien sûr, les modalités d'information des organisations syndicales représentatives, le cas échéant, et des IRP, donc là le CSE, sur la mise en œuvre de l'accord. Là, encore une fois, s'il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, et on avancera sans. Ce n'est pas un point, effectivement, bloquant. En termes de... Donc là, oui, j'ai voulu vous lister. Alors, depuis, la liste a évolué. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point les partenaires sociaux au niveau des branches se sont emparés du sujet, puisque là, ici, vous retrouvez toutes les branches au sein desquelles un accord d'activité partielle de longue durée a été conclu. Donc, il y a quand même certains domaines d'activité, je pense, qui sont présents dans vos portefeuilles ici clients. Donc, sachez que finalement, peut-être, vos clients auront uniquement besoin, si l'accord est satisfaisant, ici, du document unilatéral. Alors, comme je vous l'indiquais, j'ai dû mettre cette slide à jour au mois d'août et il y a eu une mise à jour ensuite. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté que cette liste était accessible sur le site du ministère du Travail, justement, qui est tenue à jour. N'hésitez pas à aller la consulter. Comme ça, vous verrez d'une part si vos clients sont concernés et d'autre part, vous aurez un accès direct à l'accord. Et ce n'est pas tout le temps simple de trouver les accords. Donc là, le site du ministère du Travail, on n'hésite pas, on va cliquer et on regarde. Alors juste, j'interviens, vous verrez bien, on a une petite coquille, c'est bien les accords d'activité partielle de longue durée, non pas de performance collective dont on parle. Mais vous l'aviez tous remarqué parce que vous êtes très attentifs. Oui. Alors, pour l'activité partielle de longue durée, comment on le met en place? Donc là, on va envisager les deux hypothèses. La signature d'un accord d'entreprise avec toutes les clauses qui vont bien. Et donc là, on dépose l'accord comme un accord classique et ensuite, on va le transmettre à l'administration sur le portail activité partielle. Pourquoi on va faire ça? Parce que c'est pas parce qu'on a conclu l'accord qu'on va être autorisé à recourir à l'activité partielle de longue durée. À l'instar de ce qui existe pour l'activité, on va dire, partielle classique, il faut une autorisation. Donc lorsqu'on est sur un accord d'entreprise, on dépose l'accord sur la base traditionnelle, on le dépose sur le site, l'espace activité partielle, et l'administration a sa réception à 15 jours, ici pour nous dire OK, on y va ou non, on n'y va pas. Passer le délai de 15 jours, c'est un accord implicite, et dans ces cas-là, effectivement, on va pouvoir ici le mettre en œuvre.
Autre option, comme je vous l'indiquais, notre client évolue dans un domaine d'activité où la convention collective prévoit le dispositif d'activité partielle de longue durée, puisque vous l'aurez retrouvé sur le site du ministère du Travail. Vous dites, oh, il est très bien cet accord. On fait la décision unilatérale. On n'oublie pas, le document unilatéral, on n'oublie pas, le cas échéant, si on a des représentants du personnel, donc le CSE, de les consulter avant effectivement officiellement d'établir ce document unilatéral et de le déposer. Dans le document unilatéral, donc on formalise les engagements en matière effectivement de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. Vu que c'est un document unilatéral, pas une obligation de dépôt spécifique comme on le connaît pour les accords, juste l'obligation, encore une fois, là, de le déposer, de le transmettre en fait à l'administration. À réception de ce document, l'administration va prendre un petit peu plus son temps parce que d'une part, elle va vérifier que notre document est conforme à la convention collective, puis ensuite, elle va s'attacher à regarder comment sont formalisés nos engagements. Donc là, l'administration dispose d'un délai de 21 jours pour nous dire effectivement, OK, on y va, OK, on n'y va pas. Dans les deux cas de figure, vu qu'a priori ça passe assez facilement, on va partir du postulat que nous venons d'obtenir un accord. Eh bien, l'accord ne s'applique pas forcément pour les 24 mois que nous avons évoqués. C'est une autorisation de recourir à l'activité partielle de longue durée pour 6 mois. Avant l'échéance de ce délai de 6 mois, on va repartir sur une obligation de transmission d'informations finalement à l'administration. Alors, qu'est-ce qu'on va de nouveau leur transmettre ? Vous savez, le petit diagnostic économique et les perspectives d'activité, finalement, on va faire une mise à jour au bout de 6 mois, voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Et on va également, effectivement, faire un point sur les engagements qu'on a pris, est-ce qu'ils sont respectés ou pas. On transmet ce bilan à l'administration, on se dit, ah oui, très bien. Et dans ces cas-là, on repart encore pour 6 mois. Donc, ça va de 6 mois en 6 mois. Donc, ici, ce qu'il faut avoir en tête pour ce dispositif, c'est que si on le met en place, qu'on le vend à nos clients, qu'on le met en place, il y a aussi une notion d'accompagnement tout au long de la durée de l'accord. Après, il y a un autre débat, comment on vend à un client un accord, donc une mission finalement supplémentaire, alors que potentiellement il n'est peut-être pas en grande forme. Ça aussi, je vous laisse réfléchir, et si à la fin de la séance vous avez des conseils, n'hésitez pas. Donc ça, c'était pour l'activité partielle de longue durée. Alors, je pense que là, en fait, par rapport aux 3 dispositifs qu'on a identifiés, on a vu les 2 principaux, mais on ne pouvait quand même pas passer à côté de la rupture conventionnelle collective qui va peut-être un chouïa moins intéresser vos clients eu égard à leur effectif, mais c'est quand même bien de l'avoir en tête parce que je pense que certains d'entre vous ont malgré tout des clients d'au moins 50 salariés, et là, ça peut redevenir intéressant. Et c'est ce que Mehdi va vous expliquer maintenant. Merci. Alors, effectivement, l'accord de rupture conventionnelle collective. Là encore, on n'est pas sur un dispositif tout à fait récent, puisque je crois que de mémoire, c'est rentré en vigueur fin 2017. On est sur un dispositif qui, vous allez le voir, est quand même déjà beaucoup plus lourd et beaucoup plus contraignant que l'accord de performance collective, déjà parce qu'il va être soumis à une procédure de validation, comme c'était le cas pour l'accord d'APLD, et surtout parce qu'en termes de contenu, l'accord doit contenir un socle minimal de clauses qui est relativement conséquent, que vous voyez s'afficher là à l'écran, et donc en termes de souplesse, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus rigide du coup que ce qu'on a vu précédemment. Cet accord de rupture conventionnelle collective n'est pas nécessairement inscrit là aussi dans un motif économique, dans des difficultés économiques. Ça peut l'être, c'est pas incompatible, mais c'est pas non plus obligatoire. Il n'y a pas de prérequis à justifier d'un motif économique. Dans la lignée, dans l'idée, c'est un dispositif qui permet finalement, c'est un plan de départ volontaire. Alors, si vous connaissez un petit peu cette logique du plan de départ volontaire autonome, je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle, on s'en rapproche un petit peu. On se rapproche un peu de ce dispositif-là, à la différence que pour l'accord de rupture conventionnelle collective, c'est nécessairement mis en place par un accord. On ne répond pas à une logique de seuil, on va plutôt avoir éventuellement un plafond de départ, et surtout on n'a pas besoin du coup de justifier d'un motif économique, ce qui n'est pas le cas pour le plan de départ volontaire autonome. En revanche, le point commun, c'est qu'à partir du moment où je m'inscris dans ce dispositif de rupture conventionnelle collective, je m'engage à ne pas procéder à de licenciements économiques pendant la durée de référence, la durée de mon accord. C'est-à-dire que je m'engage, au-delà de ces départs volontaires, à maintenir l'emploi de l'ensemble des salariés qui fera le choix de ne pas bénéficier de ce dispositif de départ volontaire. Et donc voilà, ça c'est pour présenter un peu le dispositif. Au niveau du contenu même de l'accord, on va en revenir en détail un petit peu sur les différentes clauses minimales obligatoires, parce que vous allez voir,
certaines expliquent un petit peu vraiment l'esprit du dispositif. Bon, évidemment, le premier point, c'est l'ensemble des modalités d'information du CSE. Là, quand même, c'est un point intéressant parce que, vous voyez, on ne parle pas de consultation, on parle d'information. Effectivement, les textes sont complètement occultés dans les entreprises, en tout cas de plus de 50, avec prérogatives consultatives du CSE. On a complètement occulté ça. En revanche, le suivi de l'accord, lui, sera soumis à des procédures et à des consultations régulières du CSE. Mais en tout cas, au niveau de la mise en place de l'accord, simplement des modalités, conditions d'information. On va également prévoir donc un nombre maximal de départs, donc combien finalement j'espère avoir de départs dans le cadre de cette rupture conventionnelle collective. Et la durée, donc vous voyez effectivement là voilà la durée pendant laquelle les ruptures du contrat peuvent intervenir. Et là cette durée elle n'est pas à prendre à la légère puisque justement elle conditionne mon engagement de maintien dans l'emploi. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, je n'ai pas la possibilité de licencier les salariés, évidemment hors motif personnel ou disciplinaire. Enfin là on est vraiment sur du motif de licenciement pour motif économique. On va également devoir prévoir les conditions d'éligibilité à remplir par les salariés, finalement qui peut partir. Et du coup, là, je réouvre la petite parenthèse de tout à l'heure. Finalement, elle n'en finit plus. Sur l'accord de performance, où effectivement, le salarié est un peu décisionnaire de je décide d'appliquer ou je décide de ne pas me faire appliquer l'accord de performance collective. Et l'employeur, évidemment, n'est pas obligé de licencier, mais en général, s'il met en place un accord de performance collective et que le salarié refuse, c'est pour ensuite s'en séparer. Sinon, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Là, ici, c'est différent puisque c'est l'employeur qui, dès le départ, va essayer de cibler un public, cibler des profils. Mais attention, vous allez voir, ce n'est pas non plus tout à fait libre, puisque comme l'accord est soumis à une période de validation, à une procédure de validation, on ne va pas essayer de se débarrasser des profils les moins employables ou les plus seniors, parce que l'idée, vous allez le voir, c'est qu'effectivement, on a aussi besoin de prévoir des modalités d'accompagnement et de reclassement externe, et c'est là que l'administration sera excessivement vigilante. Pourquoi ? Parce que l'idée n'est pas de réduire sa masse salariale, le coût de sa masse salariale, mais de faire supporter ce coût sur les comptes publics et l'assurance chômage. Donc si moi l'idée dans mes critères d'éligibilité c'est plutôt de m'orienter vers des publics peu employables, peu qualifiés ou seniors, il va falloir que j'ai dans mon accord des procédures de reclassement et d'accompagnement en externe assez solides. Sinon, l'administration risque de dire non, on ne va pas récupérer finalement le coût, votre économie, on ne va pas la récupérer sur les comptes des finances publiques. Ensuite, on va devoir également prévoir donc, les modalités de présentation d'examen de candidature et les critères de départage, puisqu'effectivement, si je vais avoir plus de candidatures que le nombre que je m'étais fixé de départ, il va falloir que je départage. Et pour éviter de rentrer dans ces considérations d'inégalité de traitement ou de discrimination, évidemment, il vaut mieux que dans l'accord, on ait prévu dès le départ les critères de départage écrits et validés par l'administration. On va ensuite prévoir les modalités de conclusion de la rupture, la convention individuelle, parce qu'effectivement, tous les salariés qui partiront dans le cadre de ce dispositif devront en plus, finalement, après, signer une rupture conventionnelle, qui n'est pas la rupture conventionnelle individuelle homologuée, mais qui est une rupture individuelle quand même, qui s'inscrit dans ce cadre collectif. Avec un délai de rétractation qui sera fixé par l'accord. On a l'habitude du délai de rétractation de 15 jours. Là, on sera sur un délai qui sera négocié dans le cadre de l'accord, donc qui n'est pas nécessairement arrêté à 15 jours. On va avoir également les modalités de calcul des indemnités de rupture. Là encore, l'accord collectif prévoit ce qu'il veut. Toujours quand même, à minima, l'indemnité légale de licenciement. On ne pourra pas verser en deçà de l'indemnité légale de licenciement. Les fameuses mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe, on peut retrouver congé de mobilité, des validations des acquis de l'expérience, des bilans de compétences, enfin, toutes les mesures qu'on connaît un petit peu habituellement dans le cadre d'un reclassement externe. Et c'est vraiment des points sur lesquels l'administration sera très très vigilante pour valider ou pas l'accord. Et ensuite, on va avoir donc les modalités de suivi de l'accord, où là, on va retrouver par contre, attention, des modalités de consultation du CSE régulières, avec transmission des avis à chaque fois à la DRITS, donc à l'administration, pour les modalités de suivi de l'accord. Donc ça, c'est sur le contenu. Vous voyez, déjà, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus lourd, conséquent à mettre en œuvre. C'est pour ça que Gaël, effectivement, le disait très justement.
Je ne suis pas sûr que ce soit très adapté pour des TPE, PME, mais c'est quand même un dispositif qui peut avoir son intérêt, puisque comme on ne répond pas à une logique de seuil, on peut le mettre en place, même si finalement j'ai 2, 3, 4 départs envisagés. Il n'y a pas cette logique effectivement de seuil, de rupture du contrat de travail. Et à la limite, je dirais même c'est très important, parce que si j'avais une logique de seuil, ça veut dire que si finalement moi, le nombre de départs n'était pas suffisant, et que je sais pertinemment que je vais ensuite m'engager sur des ruptures pour motifs économiques, ben, ça veut dire que je suis plus du tout dans le dispositif de la rupture conventionnelle. Je suis plutôt sur un PDV mixte avec une première phase de départ volontaire et une seconde phase de départ imposé. Donc vraiment, il faut avoir en tête que la rupture conventionnelle collective est exclusive de tout licenciement pour motif économique. Au niveau de la procédure, une fois qu'on a vu son socle et son contenu, au niveau de la procédure, on a donc un engagement des négociations à l'initiative de l'entreprise. A priori, il n'y a que l'employeur qui peut avoir l'initiative de cette négociation, de ce thème de négociation. À partir du moment où on a une ouverture des négociations, obligation de l'information de la DRITS, anciennement du coup la directe, DRITS depuis avril 2021, une obligation d'information pour qu'effectivement elle soit un peu en alerte et qu'elle demande éventuellement un suivi de cette négociation et de l'application de l'accord. Je signe mon accord de rupture conventionnelle collective, je le transmets à la DRITS pour validation. La 2 hypothèses, la DRITS refuse la validation, elle me répond de manière motivée. J'essaye de reproposer un accord en prenant compte des considérations de la DRITS, si vraiment je veux m'inscrire dans cette logique-là, ou alors j'abandonne le projet, ce qui en général n'est pas tout à fait le cas quand on s'est engagé dans cette négociation, ou alors j'ai une décision de validation, et donc là mon accord est validé, ça veut dire que la DRITS a considéré que mes engagements de maintien dans l'emploi, d'accompagnement, de rémunération, etc. étaient satisfaisants, et donc mon accord est valable. À partir de là, je ne vais pas rentrer effectivement dans les détails de modalités pratiques, de dépôt, etc. Ça, éventuellement, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Mais a priori, là, voilà, je voulais juste vous présenter dans les grandes lignes le dispositif. À partir du moment où j'ai du coup la validation de la DRITS, je vais mettre en œuvre mes ruptures conventionnelles individuelles, c'est-à-dire que je vais signer avec tous les salariés concernés mes ruptures individuelles, en respectant le délai de rétractation et les calculs d'indemnité prévus dans l'accord collectif. Le salarié quittera à la date convenue avec l'employeur l'entreprise, sera éventuellement pris en charge par l'assurance chômage s'il en remplit les conditions. Et là, on n'a pas effectivement de dispositif d'abondement effectivement de CPF, mais par contre, on a l'ensemble des modalités de mesures d'accompagnement qu'on aura prévues, éventuellement congé mobilité, validation des acquis ou un bilan de compétences. Et donc ça, c'est voilà, au niveau de la procédure, je crois que je n'ai pas oublié grand-chose. J'ai peut-être oublié quelque chose, et si ça me revient, dans ce cas, je reviendrai vers vous. Et là, du coup, on va arriver à la troisième partie de cette présentation, parce qu'on vous a présenté, du coup, 3 outils qui nous semblaient assez pertinents pour répondre à cette gestion d'après-Covid, à répondre à une évolution de marché, de contexte et de situation financière. Et vous vous dites, oui, d'accord, mais enfin, moi, du coup, concrètement, comment je fais en fonction de la taille de mon entreprise? On est 8 salariés, on est 12 salariés, on est 24, on a des élus, on n'a pas d'élus. Comment je fais pour négocier et avec qui? Et bien, du coup, c'est la transition que j'ai toute trouvée pour la dernière partie, et je vais rendre la parole à Gaëlle qui va du coup commencer la présentation donc, des modalités de négociation dans les entreprises. Je pense que maintenant, vous êtes tous décidés à négocier des accords avec vos clients, non? Alors, vous vous rendez pas compte, vous qui êtes derrière l'écran, mais là, tout le monde est enflammé dans la salle et tout le monde dit oui, oui, on va conclure des accords. Donc, je pense que derrière votre écran, c'est la même chose. Et donc, on va mettre fin au suspense et on va vous indiquer ici comment conclure un accord effectivement valable. Parce qu'il est très important finalement de maîtriser les règles de négociation et que l'accord qu'on conclut soit conclu justement conformément aux dispositions du Code du travail. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que notre accord n'est pas valable. S'il n'est pas valable, sa valeur juridique, dans notre hiérarchie des normes, elle descend tout en bas et on arrive à quoi? Un accord atypique, donc qui finalement a la valeur d'un usage, une décision unilatérale. Et là, pour le coup, la décision unilatérale ou l'accord atypique ne peuvent être que plus favorables. Or, on a vu que c'est peut-être pas ce vers quoi vos clients allaient s'orienter. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. On fait encourir finalement à nos clients plus de risques que précédemment, ce qui n'est pas l'objectif, clairement, de cet atelier. Donc, ici, ce qu'on vous propose, c'est une méthodologie pour identifier les règles applicables dans le cadre de la négociation avec vos clients. C'est une sorte ici, effectivement, de to-do list aussi. Donc, dans un premier temps, ça va être identifier les partenaires de négociation.
Ensuite, vérifier l'éligibilité du thème de négociation. Bon, ça, c'est de moins en moins compliqué. Identifier les conditions de validité de l'accord. Accompagner le client dans la préparation de la négociation. Déposer l'accord et faire respecter l'accord. Ça, on va dire, c'est les grandes règles. Alors, nous, on va un petit peu plus s'intéresser aux partenaires de négociation et aux conditions, effectivement, de validité de l'accord. Et là, la règle est simple. La première question, quasiment même la seule, que vous devez vous poser dans un premier temps, c'est quel est l'effectif au sein de l'entreprise. Non, j'avoue, c'est peut-être la deuxième. La première, c'est est-ce que, quand même, il y a des délégués syndicaux? Je vais un petit peu vite en besogne. Bon, a priori, on arrivera à une réponse négative. Donc là, la deuxième, mais vraiment très très importante, la seconde, j'ai envie de dire, très importante, quel est l'effectif de l'entreprise? Alors ici, attention, vu que vous faites du droit social, vous savez, quand on fait du droit social, on a un petit côté schizophrène, et quand on dit effectif, on est là, mais effectif, droit du travail, droit de la sécurité sociale, quel effectif? Ici, on est sur l'effectif droit du travail. Quel est l'effectif? Ensuite, une fois qu'on a la réponse à cette question, eh bien là, déjà, on va y voir un petit peu plus clair sur les modalités de négociation de l'accord. Si je suis dans une entreprise de moins de 11 salariés, ou dans une entreprise dans laquelle l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés et que je n'ai pas ici de CSE, eh bien là, on va voir que c'est assez simple. Finalement, on va être sur une notion de projet. Enfin, c'est l'employeur qui va avoir la main et c'est les salariés qui vont intervenir directement pour valider ou pas ici le projet d'accord qu'on va proposer. Finalement, il n'y a pas d'intermédiaire. Si on est dans le cadre d'un effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés, là, on devra ensuite se poser d'autres questions. Je laisserai Mehdi vous en dire plus. Maintient un certain suspense, parce que je me rends compte que c'est un peu dur pour vous. En plus, on commence tous à avoir un peu faim, la tension un peu compliquée. Donc, je maintiens un certain suspense pour que vous restiez jusqu'au bout. Et ensuite, si l'effectif donc, est supérieur là, à 50 salariés, là aussi, on aura d'autres questions à se poser. Alors, juste, moi, je vais intervenir là sur, sur les modalités de négociation d'un accord lorsque l'effectif est inférieur à 11 salariés ou lorsqu'il est compris entre 11 et 20 salariés et qu'il n'y a pas d'élus. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas d'élus, vous savez qu'on a l'obligation de mettre en place ou de renouveler le CSE lorsqu'effectivement on atteint ou on dépasse l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois. Donc, évidemment, si j'ai pas d'élus, j'ai un PV de carence. Je ne peux pas me prévaloir du fait de ne pas avoir organisé les élections pour accéder à des modalités de négociation un peu plus simples que prévu. Donc ça aussi, ce sera entre 11 et 20, c'est un point de vigilance à avoir. Est-ce que j'ai un PV de carence? Oui. Et quelle est la date de ce PV de carence? Puisqu'en théorie, la tentative de mise en place ou de renouvellement, c'est tous les 4 ans. Donc on n'hésite pas aussi à vérifier ce point-là pour être sûr qu'on puisse s'orienter sur la modalité donc, que je vais vous indiquer. Je crois que c'est une des modalités ici les plus simples et qui est finalement assez adaptée aux entreprises dont l'effectif est considéré comme étant... petit, je vais dire ça comme ça, pas du tout péjoratif, mais voilà, on lève vraiment ici beaucoup de freins à la négociation, puisque le principe, c'est que moi, employeur, j'ai ma vision, je sais quel accord je veux mettre en place, je sais ce que je vais modifier. Je vais établir mon projet d'accord. Donc là, je ferai appel à mon expert comptable, parce que c'est mon meilleur allié partenaire. On va faire un point sur ce qui est possible, pas possible, comment le rédiger. Bon, j'ai mon projet d'accord. Et bien là, vous intervenez en disant « parfait, maintenant qu'on l'a établi, on va le soumettre aux salariés ». Donc ce qu'on doit faire, c'est transmettre à chaque salarié le projet de l'accord. Alors est-ce qu'on fait un résumé, est-ce qu'on donne tout l'accord? J'ai envie de vous dire, plus l'information est complète, mieux c'est. Donc on transmet le projet d'accord à chaque salarié concerné. En plus de ça, on va transmettre à tous les salariés, là encore, donc en même temps que l'accord, eh bien, la manière dont on va faire valider ou pas cet accord. Donc on va les informer de la tenue d'un référendum. Référendum qui ne pourra avoir lieu que 15 jours après la dernière transmission de l'accord. Parce que je dis dernière transmission parce que dans l'entreprise, quand on va transmettre effectivement là les éléments, il y a toujours peut-être un salarié qui ce jour-là sera en congé payé ou sera en arrêt de travail ou sera parti en mission. On peut peut-être pas le remettre à tout le monde en même temps. Donc on part du postulat que c'est le dernier projet d'accord remis qui fera partir notre délai de 15 jours. Et finalement, ce délai de 15 jours, il est laissé là aux salariés pour qu'ils lisent le projet d'accord, parce que quitte à dire s'il est d'accord ou pas d'accord, c'est quand même mieux de savoir sur quoi on lui demande son avis, qu'ils prennent le temps de la réflexion.
Donc, on transmet le projet d'accord, on indique qu'il y aura un référendum qui sera organisé à telle date, on explique comment va se passer ce référendum, la question qui sera posée. Alors, on ne va pas chercher midi à 14 heures, hein, on va être sur êtes-vous d'accord pour l'approbation, pour l'adoption de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail? Voilà. Bulletin. Alors, on nous dit, on peut voter, ça c'est la formulation bizarre, parce que de mémoire, on nous dit qu'on peut voter un petit peu par tout moyen, mais qu'en tout état de cause, on doit respecter la fameuse règle selon laquelle bien, le vote doit être confidentiel. Donc, encore une fois, on va peut-être pas aller chercher midi à 14 heures, une urne, un isoloir, j'ai envie de vous dire à l'ancienne, et ça fonctionne très bien. On n'oublie pas la petite feuille d'émargement. Il y a quelqu'un, effectivement, au sein de la structure qui va vérifier le bon déroulement ici du référendum. Ça peut bien se passer. Alors après, on peut aussi envisager le vote électronique, mais ça a quand même un coût, le vote électronique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu recours au vote électronique pour des élections CSE ou des référendums ou ce genre de choses. Oui? Non? Bon. Alors, des retours que j'ai pu avoir, c'est que ça a quand même un petit coût financier, donc ça vaut peut-être pas ici, enfin je sais pas, on est quand même dans les entreprises de moins de 11 ou en tout cas moins de 20, je suis pas sûre effectivement que ce soit un coût forcément supportable. Enfin là, une urne, un isoloir, à mon avis, ça passe très bien. Donc le jour de la consultation arrive, les salariés se prononcent. C'est à la fin de cette journée qu'on saura si oui ou non on a un accord valable. Ici, pour que l'accord soit valable, eh bien, il faut qu'il y ait 2/3 effectivement du personnel qui se prononce en faveur de l'accord. Si on a 2/3 du personnel qui se prononce en faveur de l'accord, eh bien là, ça y est, on a un accord valable. On n'oublie pas évidemment de le déposer sur ici la plateforme dédiée au dépôt des accords au Conseil des prud'hommes et notre accord peut entrer peut être appliqué. Par contre, si on n'obtient pas la majorité des 2/3, eh bien là, on n'a pas d'accord et on a fait tout ça pour rien. Alors là, c'était uniquement, on va dire, la procédure strictement légale où je vous ai évoqué le fait, effectivement, que l'employeur rédigeait de son côté le projet d'accord, en parlait avec vous, on le mettait en œuvre et on transmettait ça aux salariés. Je pense que là, bien évidemment, dans l'idée, avant peut-être de rédiger et de transmettre aux salariés, encore une fois, on va certainement échanger avec les salariés, alors soit de manière assez formelle, une réunion, où on évoque un petit peu ce qu'on veut mettre en place, on sonde un petit peu, on voit ce qui est possible, pas possible. On peut faire effectivement d'autres échanges avant de formaliser ici cet accord qu'on aimerait voir adopté au premier coup. Après, si ici la majorité des 2/3 des salariés n'est pas atteinte, on peut repartir dans une procédure, mais on aura perdu du temps. Donc finalement, c'est bien d'échanger avant. Mais j'enfonce des lieux communs, des portes ouvertes, comme on dit. Mais voilà, je pense qu'il est quand même de bon ton de le rappeler. Alors là, j'attire aussi votre attention sur le fait ici que c'est 2/3 du personnel. Donc 2/3 effectivement du nombre de votants. Non, justement pas du nombre de votants, du nombre de salariés là dans l'entreprise. Donc ici, il faut vraiment réussir à susciter leur intérêt et leur adhésion. Parce que, vous allez le voir, dans d'autres modalités, c'est 2/3 des comment dire, enfin c'est une proportion, je ne sais même plus si c'est 2/3, mais des suffrages exprimés. Mais ici, c'est vraiment 2/3 du personnel, donc tout effectif compris, entre votants et pas votants, qui doit se prononcer en faveur de l'accord. À défaut, on n'a pas d'accord. D'ailleurs, alors aussi, là aussi, si on est très technique, quand on va calculer l'effectif, par exemple, les contrats d'apprentissage ou certains contrats vont pas être pris en compte pour le calcul de l'effectif qui va nous aider donc à déterminer les modalités ici de négociation et de validité d'un accord. Ils sont pas pris en compte dans l'effectif pour donc les modalités de négociation d'un accord. Par contre, nos apprentis, ils vont avoir la possibilité ici, ils vont devoir se prononcer sur l'accord. Donc on peut être moins de 11 et avoir 13 votants. Je vous laisse méditer tout ça. Je passe la parole à Mehdi pour les modalités suivantes. Alors, effectivement, je vais reprendre du coup la main là sur maintenant l'hypothèse des entreprises dont l'effectif se situe entre 11 salariés et 49 salariés, mais en présence de représentants du personnel, donc en présence d'un CSE. Là, on va commencer, vous allez voir, ça va se compliquer un petit peu après. Pour le moment, ça reste encore assez simple, puisque finalement, l'employeur va choisir son partenaire à la négociation. Il a le libre choix, il va décider s'il veut négocier soit avec les membres du CSE, mandatés ou non,
ou alors avec des salariés mandatés. Quand on parle de salariés ou d'élus mandatés, c'est toujours mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. Donc ça veut dire que ils vont aller toquer à la porte des syndicats en disant voilà, mon entreprise souhaite négocier sur tel ou tel sujet, j'aimerais recevoir mandat pour en vue de composer une délégation de négociation sur le sujet. Et donc là, dans l'hypothèse des entreprises de 11 à 49, avec membres du CSE, finalement, l'employeur décide, moi, j'ai envie de négocier avec mes membres du CSE, j'ai pas forcément envie qu'ils soient mandatés ou pas, enfin, peu importe, donc je vais négocier avec mes salariés, avec mes représentants du personnel, pardon. Là, les conditions du coup de validité d'accord vont différer selon le partenaire de la négociation. Si je décide de négocier avec mes membres du CSE, toujours mandatés ou pas, dans ce cas, les signataires de mon accord doivent avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Puisque comme on parle d'élus, évidemment, quand on va parler du coup des suffrages exprimés, c'est les suffrages exprimés en leur nom. Quand on va cumuler comme ça les suffrages exprimés au nom des signataires, il faut qu'on arrive à au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections. Si en revanche, je décide de négocier avec mes salariés mandatés, puisque là pour le coup les salariés non mandatés, ce n'est pas une possibilité qui est offerte, ça n'existe pas. Si on décide de signer avec des salariés qui ne sont pas élus, ils sont nécessairement mandatés par une organisation syndicale. Et si du coup je décide de signer avec ces salariés-là parce que je sais qu'avec mes représentants ça ne passera pas et que je n'arriverai pas à la conclusion d'un accord, donc je décide de signer directement avec des salariés mandatés, alors dans ce cas, et c'est là que effectivement je rebondirai sur ce que disait Gaël tout à l'heure, ici l'approbation, c'est-à-dire qu'une fois que l'accord est signé, je vais le soumettre à approbation des salariés dans les 2 mois suivant sa conclusion et la consultation du coup des salariés doit aboutir à la majorité des suffrages exprimés des salariés. Ça veut dire que sur les salariés qui vont voter et uniquement ceux qui vont voter, je dois obtenir au moins 50% de validation pour que mon accord soit valable. Ce qui signifie effectivement que je peux avoir un effectif de 25. Si j'ai que 3 votants et que les 3 votants ont dit oui, mon accord il est à 100%. Donc il est valable. Donc ça, c'est les modalités de négociation, effectivement, qui ensuite ne m'exonèrent pas, évidemment, des modalités de dépôt de mon accord, c'est-à-dire sur téléaccord et au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes pour validation et publicité de l'accord. Ensuite, on va attaquer, et là ça va être un petit peu plus compliqué, les modalités de négociation dans les entreprises de plus de 50. Toujours dans l'hypothèse où je n'ai pas de délégués syndicaux. Là, on est vraiment dans l'hypothèse en l'absence de délégué syndical. Alors là, effectivement, j'ai plus le choix. J'ai un ordre de priorité dans mes partenaires de négociation et donc je vais devoir me soumettre à cet ordre de priorité. Comment ça va se passer ? L'employeur, normalement, a priori, le partenaire de négociation de choix, c'est l'élu mandaté. À défaut, ce sera l'élu non mandaté et à défaut, ce sera le salarié mandaté. Donc pour ce faire, l'employeur qui décide de négocier sur un sujet, qui décide, par exemple, de négocier un accord d'activité partielle de longue durée, va informer de sa volonté, effectivement, d'ouvrir des négociations sur le sujet. Il va informer les membres du CSE, mais il va aussi informer les syndicats représentatifs au niveau de la branche ou toujours au niveau national et interprofessionnel. À partir du moment où cette information est faite, il y a un délai d'1 mois qui va s'écouler. 1 mois pendant lequel soit les élus vont dire moi je veux bien négocier et je vais obtenir un mandat express d'une organisation syndicale pour être partenaire à la négociation. Si c'est le cas, l'employeur n'a pas le choix, il est verrouillé et ça devient son partenaire de négociation, s'il y a plusieurs élus qui ont décidé de se faire mandater. Soit il y a une absence complète de réponse dans ce délai d'1 mois et dans ce cas, l'employeur est autorisé à basculer au deuxième choix qui sont les membres du CSE non mandatés. Mais attention, parce que si on bascule sur cette deuxième hypothèse, où j'ai personne qui effectivement a reçu mandat d'une organisation syndicale, donc je bascule sur mon deuxième choix, les élus CSE non mandatés, là le problème c'est que le champ de la négociation est un peu plus limité, puisqu'effectivement on nous dit qu'on ne peut négocier que sur des sujets dont leur mise en œuvre est subordonnée par la loi à la négociation d'un accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que je vais pouvoir négocier sur des sujets où la loi dit expressément que pour le mettre en place, il faut un accord collectif. La PLD. L'accord de performance collective ou encore la rupture conventionnelle collective. Ça tombe bien puisque les 3 sujets qu'on vous a présentés sont des sujets dont leur mise en œuvre est subordonnée par la loi à la mise en place d'un accord collectif. C'est réfléchi finalement tout ça. Et oui, par exemple, là, on ne pourrait pas supprimer le 13e mois. Voilà, exactement. Ça veut dire que là, si par exemple je décidais de mettre un accord
sur la suppression du 13e mois ou sur la réduction finalement des majorations pour heures supplémentaires. En aucun cas, le Code du travail nous dit qu'effectivement, enfin si, du coup, c'est un accord collectif pour la majoration des heures supplémentaires, mais pas pour le 13e mois, on va rester sur le 13e mois. Sur la suppression du 13e mois, effectivement, là, on ne va pas pouvoir, puisqu'à aucun moment, on nous renvoie expressément à la négociation d'un accord pour le sujet. Oui, sauf dérogation de... Alors, donc ça, c'est effectivement sur les élus donc CSE non mandatés. Si finalement la négociation n'aboutit pas ou j'ai pas de partenaire effectivement pour négocier avec mes élus non mandatés, j'ai ma troisième possibilité qui va s'offrir à moi, qui sont les salariés mandatés. Et là, on retrouve tout le champ de négociation large, c'est-à-dire qu'effectivement, je peux négocier l'intégralité des sujets et non pas un champ de négociation limité. Et je retombe à chaque fois, alors j'ai pas repris, mais à chaque fois, on retombe effectivement sur les conditions de validité qu'on venait de voir. Hein. C'est-à-dire que quand je signe avec les salariés mandatés, j'ai approbation à la majorité des suffrages exprimés des salariés, avec une consultation à organiser dans un délai de 2 mois. Quand je suis avec des élus non mandatés, j'ai effectivement accord valide sous réserve qui représentent, eux, à titre personnel, au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections. Et pareil pour les titulaires mandatés par une organisation syndicale. Donc voilà, c'est-à-dire que de manière générale, on a ces différentes modalités de négociation qui sont prévues quand même dans les entreprises de moins de 50. On a fait quand même de grosses avancées depuis les ordonnances Macron pour les TPE-PME en matière de négociation. On a essayé de faciliter, de simplifier l'accès à tous ces dispositifs de négociation. Encore faut-il effectivement se les approprier et effectivement encourager du coup les entreprises à s'engager sur la voie de la négociation pour un tas de sujets, notamment ceux qu'on a présentés ou encore d'autres. Et je voulais peut-être, si tu veux, conclure. Oui. En termes d'encouragement et pour vous aider, on a souhaité vous rappeler qu'il y avait des outils du club social à votre disposition, notamment effectivement en termes de négociation. Alors le premier outil très large, négociation dans les TPE, PME, donc qui vient finalement rappeler toutes ces possibilités de négociation offertes par les ordonnances Macron et comment ça se passe dans les entreprises de moins de 11, de 11 à 20, avec effectivement des outils pratiques, puisqu'il y a des modèles, par exemple, de transmission de l'accord et d'organisation du référendum. Il y a même effectivement des exemples d'accords. Alors bien évidemment, il faudra l'adapter à l'entreprise puisque c'est l'objet même de la négociation, mais au moins vous avez une trame de départ. D'ailleurs, la trame, peut-être que parfois on peut manquer un petit peu d'inspiration. Là aussi, je vous rappelle que sur le site de Légifrance, donc service public gratuit, il y a toutes les conventions collectives qui sont recensées, mais il y a maintenant tous les accords conclus dans les entreprises également. Et donc, on a complètement la possibilité ici d'y accéder librement et de voir un petit peu ce qui a pu se faire dans le même domaine d'activité ou alors sur une thématique donnée, parce que là, il y a une thématique qu'on n'a pas abordée, mais c'est le télétravail. C'est aussi le monde d'après, le télétravail. Il y a beaucoup de demandes. Alors, on est pour, on est contre. C'est un autre débat qu'on ne va pas effectivement ouvrir ici, mais il peut y avoir des exemples d'accords télétravail. Qu'est-ce qui se fait dans les entreprises qui dépendent de la Syntec. N'hésitez pas, Légifrance, c'est gratuit. Il y a tous ces modèles d'accords. Alors, ils ont été déposés, ils sont mis en ligne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous valables non plus. Il faut toujours à chaque fois s'interroger quand même sur le contenu des clauses, mais ça peut un peu ouvrir l'esprit. Je ferme la parenthèse Légifrance. Après, on a également un outil du club social, donc négocier un accord de performance collective et le dernier, négocier un accord d'activité partielle de longue durée. Pour y accéder, vous avez l'adresse. Vous n'êtes peut-être pas adhérent, c'est peut-être le moment ici d'adhérer. Vous irez aussi à la journée annuelle et puis vous verrez l'année prochaine si vous êtes convaincu et si vous renouvelez l'expérience. On dit ça, on ne dit rien. Tout ça nous amène vers la fin effectivement de cet atelier. On a respecté le timing malgré les petites difficultés du départ. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions-réponses, vos questions et nos tentatives de réponse le cas échéant. Donc n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une question ?
Alors, la question ici porte sur la prime Macron ou la PEPA, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, qui peut être mise en place effectivement, comme vous le soulignez, par un accord collectif ou par une décision unilatérale. Concernant la décision unilatérale, ici, il n'y a pas d'obligation de la transmettre à l'administration comme c'est le cas pour l'accord. Donc là, c'est vraiment une décision unilatérale au sein de l'entreprise, mais qu'on va bien conserver dans le dossier, puisqu'elle fixe les salariés éligibles, et notamment aussi, on nous dit que ça va être soit la date de versement, soit la date de signature de la décision unilatérale. C'est elle qui va fixer les salaires de référence si on va en deçà des 3 SMIC. C'est elle qui va indiquer le montant, etc. Donc, il faut bien la conserver dans le dossier parce qu'en cas de contrôle URSSAF, le contrôleur n'hésitera pas à la demander. En plus, j'attire votre attention sur le fait que l'administration va un petit peu au-delà de ce que prévoit la loi sur le sujet, puisqu'en théorie, on est censé informer de manière préalable avant le versement donc le CSE, et le jeu de questions-réponses publié récemment par l'administration reprend d'ailleurs les précisions qui avaient été apportées pour les versions précédentes en indiquant que lorsqu'il n'y a pas de CSE, on va quand même faire cette information auprès des salariés directement. Donc là, on pourrait raisonner un petit peu comme ce qu'on fait lorsqu'on remet la notice d'information en matière de prévoyance aux salariés. On leur remet finalement les règles relatives ici à cette PEPA, et puis ils accusent réception du document, liste d'émargement, on conserve tout ça avec la décision unilatérale. Je pense que ça peut être une bonne manière de sécuriser le dossier, puisque là, a priori, les premiers contrôles de la prime, c'était en 2018, parce que c'était avec le mouvement des Gilets jaunes 2017, donc ça va être pour 2018, et les premiers contrôles débutent, et a priori, c'est un sujet très prisé. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, vous êtes mort de faim, en fait. Vous voulez juste aller manger, hein, je n'avais pas compris. Ah, c'est une question. Je vous écoute, monsieur. Oui. Bon, voilà, la messe est dite. Merci de nous avoir suivis, d'avoir tenu le choc. Il y avait quand même beaucoup d'informations et vous êtes presque tous restés éveillés, donc c'est une petite source de satisfaction pour nous. C'est une performance en soi. On ne vous retient pas plus longtemps. Bonne continuation pour les UE, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à l'Ordre des experts comptables de la région Paris-Île-de-France de nous accueillir et de soutenir l'association Sur les bancs de l'école. Sur les bancs de l'école agit pour l'inclusion scolaire et professionnelle des enfants et jeunes avec autisme à travers 2 structures innovantes. La maison de TED, lieu d'accueil unique en France, reçoit ces enfants tout au long de l'année pour une prise en charge globale et adaptée à leurs spécificités, indispensable à leur scolarisation. 200 familles sont ainsi